la direction de l'Iran n'est pas en meilleure posture. Désespérés et cachés, ils se sont terrés sous terre, apeurés. C'est ce que font les rats. Alors que le monde se focalise sur les missiles et la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, un événement plus discret se joue à huis clos. Les dirigeants iraniens, les mollahs, au pouvoir depuis des décennies, commencent à paniquer. Ils craignent plus que les dégâts visibles, conscients qu'un pire danger menace. Même si la guerre finissait aujourd'hui, leur vie ne serait plus la même. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils sont à court d'argent. Ce n'est pas une exagération. L'économie iranienne est en difficulté, et les dignitaires religieux perdaient la seule chose qui fait fonctionner leur pouvoir, l'argent. Pendant des années, le régime a gardé le contrôle en utilisant la richesse pour récompenser les fidèles et faire fonctionner leur gouvernement. Le système fonctionne tant que l'argent arrive, mais il s'effondre maintenant. Sans argent, leurs titres et tactiques de peur perdent leur pouvoir. Pour comprendre l'importance, il faut revenir avant la guerre. L'Iran n'avait pas une économie forte début 2026 détruite ensuite par le conflit. Le pays manque d'argent depuis des années, et la guerre a seulement accentué cette faiblesse. Avant les missiles, l'Iran subissait déjà de lourdes sanctions qui frappaient durement son économie. Ces sanctions ont réduit les exportations de pétrole de l'Iran à environ 1,5 million de barils par jour en 2025, soit moins de la moitié de ce que le pays produisait avant 2018. Cela signifiait beaucoup moins de revenus. Les principales industries étaient en difficulté, les investisseurs étrangers absents et le rial iranien perdait de la valeur. Fin 2025. Le rial avait perdu près de 95% en quelques années. Ce n'était pas qu'un chiffre, cela bouleversait la vie, ruinait l'économie et détruisait la confiance. Naturellement, lorsque les gens perdent confiance en leur monnaie, l'économie commence à vaciller. À mesure que la confiance diminuait, les prix s'envolaient. L'inflation a augmenté de 50% à la mi-2025 et n'a cessé d'empirer, atteignant 68% cette année. Pour de nombreux Iraniens, la crise était déjà bien réelle longtemps, avant que les premiers missiles ne soient lancés. Elle se traduisait par la hausse des prix alimentaires, l'érosion du pouvoir d'achat et la peur que la vie s'aggrave. Voilà la dévastation de la guerre, sans être la cause de l'effondrement. Elle a poussé un système déjà défaillant, à bout. La pression montait depuis des années. Les sanctions ont isolé l'Iran du système financier mondial, réduisant investissements et opportunités. Le gouvernement cherchait des solutions rapides à des problèmes complexes. La corruption a vidé les ressources qui auraient pu stabiliser le pays, et les entreprises publiques ont consommé des fonds sans bénéfice réel. Pendant ce temps, l'inflation rongeait chaque salaire et compte d'épargne. Quand la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran a débuté, l'économie était déjà très faible, incapable de résister au choc quotidien d'une guerre. Les combats se sont intensifiés et tout a accéléré. L'intensité des attaques, le rythme des combats et la pression sur les infrastructures ont obligé l'Iran à dépenser plus vite que ses revenus. Ce n'était pas simplement une brève flambée de conflits qu'un pays pouvait ignorer. C'était une pression continue. Chaque riposte a coûté de l'argent. Chaque attaque a endommagé quelque chose de précieux. Chaque promesse faite aux alliés a créé une facture plus importante que le régime n'a pas encore payée. À cause de cela, les priorités ont changé du jour au lendemain. L'économie est devenue un trésor de guerre, mais aussi une blessure qui n'a cessé de s'aggraver. Des milliards ont été détournés vers les missiles, les drones et le soutien aux groupes alliés dans la région. Parallèlement, les sanctions se sont encore renforcées, rendant encore plus difficile de gagner de l'argent ou de transférer des fonds à travers les frontières. L'Iran s'est retrouvé coincé entre l'Irak et une situation difficile, avec des dépenses en hausse et des revenus limités. Ses faibles réserves de change montrent son manque de marge de manœuvre. Il y a 10 ans, le pays détenait plus de 120 milliards de dollars de réserves. Ces derniers mois, ce chiffre est tombé à environ 20 à 30 milliards. Ce n'est pas un simple déclin, c'est un effondrement financier. Sans réserve, le gouvernement dispose de peu de moyens pour défendre la monnaie, calmer les marchés ou atténuer les effets de l'inflation. Même la hausse des prix du pétrole, censée aider, a eu ses limites. Ces prix mondiaux du pétrole plus élevés que nous voyons en ce moment ne comptent que si vous pouvez exporter du pétrole de manière fiable et être payé pour cela. Mais à cause des efforts des États-Unis, les routes de l'Iran ont été perturbées. Le commerce est plus difficile à cause des sanctions qui bloquent les flux monétaires. Même avec des prix favorables, le régime ne peut pas en profiter pleinement, et les mollahs ne peuvent pas s'en mettre plein les poches. Les revenus qui soutenaient autrefois le système sont désormais sporadiques, limités et constamment sous pression. Mener une guerre contre Israël et les États-Unis est aussi une ponction économique quotidienne, pas seulement un défi militaire. L'argent sort en permanence, avec très peu qui revient. L'État a du mal à suivre un conflit qui exige toujours plus chaque semaine.
La situation est aggravée car la base était déjà fissurée avant la guerre, rendant les dégâts très visibles. Les rayons sont moins fournis et les importations plus lentes. Les travailleurs attendent des salaires souvent en retard ou absents. Les prix grimpent plus vite que les familles ne peuvent s'adapter. La dette croît, tandis que le gouvernement tente de tout gérer avec moins de moyens. Et les mollahs, eh bien, ils paniquent à mesure que tout cela se déroule et que leur richesse s'évapore. Regardons l'un des signes d'alerte les plus évidents que l'économie iranienne est au plus bas. Les banques. Le système bancaire iranien est en grande difficulté. Les banques sont censées faire circuler l'argent. Elles accordent des prêts, soutiennent les entreprises et donnent l'impression que l'économie fonctionne encore. Assez simple, non? C'est comme ça qu'on sait que lorsque les banques commencent à faire faillite, il y a une véritable crise. Ce tournant est devenu évident à la fin de 2025, lorsque la Banque Al-Hind, l'un des principaux prêteurs privés d'Iran, a été fermée. Ses dépôts et dettes, d'environ 2,5 quadrillions de riyals, soit 5 milliards de dollars, n'ont pas disparu. Ils ont été transférés à la Banque Melli, la plus grande banque publique. En apparence, cela ressemblait à un sauvetage. En réalité, c'était un signal d'alarme. Le problème n'était pas résolu, il avait simplement été déplacé. La pression sur une institution en difficulté s'est juste déplacée vers un autre pilier du système. L'effondrement d'Al-Hind montrait la corruption du secteur financier. La banque était connue pour ses prêts à des initiés, sa corruption et le détournement de fonds vers des projets liés au pouvoir qui n'ont jamais rapporté. Elle a investi des milliards dans des projets prestigieux, comme l'Iran Mall à Téhéran, le plus grand centre commercial du monde, devenu un symbole d'excès, plutôt qu'une source de revenus durables. Al-Hind attirait des dépôts avec des taux d'intérêt supérieurs aux limites, générant un cycle où l'argent neuf couvrait les anciennes dettes. Fin 2025, les dettes de la banque ont atteint 2,5 quadrillions de riyals, devenant l'un des plus grands échecs financiers de l'histoire de l'Iran. Lorsqu'elle a fait faillite, l'État n'a eu d'autre choix que d'absorber les pertes. Mais cette solution a vidé la banque Melli de sa substance. Au lieu de stabiliser le système, le régime a concentré le risque dans sa plus grande banque, rendant la structure financière encore plus fragile. La couverture des pertes d'Al-Hind a entraîné la création de monnaie, aggravant une inflation déjà au-dessus de 45%. Le rial a continué de chuter, le chômage et la pauvreté ont augmenté. Ce n'était pas qu'un échec bancaire, mais le signe d'une crise économique plus large. En transférant les dettes sans réformer, les mollahs ont révélé leurs priorités. Protéger la richesse de l'élite, même si le système risque de s'effondrer. La crise d'Al-Hind a montré que les bases financières de l'Iran vacillaient, et Al-Hind n'était pas le seul point faible. D'autres banques, dont CEPA, Milat, Day et Ihram Zamin, subissent déjà une forte pression. CP est cruciale en raison de ses liens avec les gardiens de la Révolution. Ce n'est pas qu'une banque, elle est liée à des projets militaires et aux opérations de l'État. Si une telle banque vacille, les dégâts touchent aussi la sécurité du régime, pas seulement la finance. Pourquoi ces banques sont-elles si fragiles? La réponse est simple. Pendant des années, elles ont été accablées par de prêts douteux. L'argent a été accordé à des entreprises d'État, à des projets bénéficiant d'appui politique et à des initiés dont les affaires ne généraient souvent pas de véritables bénéfices. Sur le papier, ces prêts ressemblent à des actifs. En réalité, beaucoup d'entre eux n'ont jamais été remboursés. Les pertes sont cachées par des astuces comptables et l'aide de l'État, donnant une fausse impression de santé. Sans cela, la réalité est sombre. Les banques luttent depuis longtemps pendant que les mollahs et les membres du clergé s'en nourrissent comme des parasites. Cette faiblesse se répercute directement sur l'ensemble de l'économie. Quand les banques s'affaiblissent, elles ne soutiennent plus la croissance, le crédit se tarit, et les entreprises peinent à obtenir du crédit pour importer, payer leurs employés ou survivre. La production ralentit, l'offre diminue, et les prix montent encore. Les emplois disparaissent. Ce phénomène, initié dans la banque, touche tous les secteurs. Pour les gens, l'impact est immédiat, et les économies perdent vite leur valeur. Parfois, l'accès à ces économies devient incertain. Des retards de retrait surviennent et la confiance s'érode. Dès que les gens doutent de la sécurité de leur argent à la banque, ils le déplacent, si possible. Certains achètent des dollars, d'autres de l'or, ou vont vers les marchés informels. Chacun agit avec raison, mais cela fragilise davantage le système. Si vous suivez ce désastre économique et souhaitez d'autres analyses avant que le rial n'explose, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez les notifications. Quand l'argent viendra à manquer, vous voudrez être là pour l'encore. On y retourne. Fait intéressant, tout cela arrive alors que le gouvernement finance encore la guerre, rendant la situation très dangereuse. Chaque rial investi dans les missiles, drones et opérations régionales pourrait plutôt aider les entreprises locales ou soulager les ménages. Le régime dépense pour sa survie à l'étranger tandis que le système intérieur s'affaiblit.
Sans ce flux d'argent, le gouvernement perd l'un de ses outils les plus importants pour maintenir le pouvoir. Le rial illustre de façon frappante la perte de contrôle. Il a tellement chuté qu'il est désormais la monnaie la plus faible du monde. Le résultat ? Eh bien, une monnaie effondrée déclenche une réaction en chaîne. Les importations deviennent soudainement plus chères, car tout ce qui est en dollars coûte plus en rial. Les entreprises ne peuvent pas planifier, car elles ne savent pas quels seront les coûts le mois prochain. Certaines arrêtent d'importer, d'autres augmentent les prix pour survivre, ce qui accentue l'inflation. Le gouvernement subit aussi cette pression. Autrefois, il pouvait apaiser la colère et maintenir le soutien par subventions et dépenses publiques. Mais quand la monnaie chute aussi vite, ces outils deviennent inefficaces. Distribuer de l'argent a moins d'impact si son pouvoir d'achat baisse chaque semaine. Il devient plus difficile de contrôler les prix, de soutenir les industries, et d'empêcher que la frustration du public ne se transforme en quelque chose de plus grave. Ce déclin ne s'est pas produit du jour au lendemain. Le rial s'affaiblit depuis des années. Après 2020, la chute s'est brusquement accélérée. Depuis, il a presque totalement perdu sa valeur face au dollar, entraînant de graves problèmes économiques abordés ici. L'effondrement touche plus que les taux de change ou la finance. C'est une perte de contrôle économique. Un pays a besoin d'une monnaie qui fonctionne pour commercer, verser les salaires, importer des biens essentiels et faire tourner les marchés. Quand cette base s'effondre, tout devient instable. C'est ce qui arrive actuellement. Banques fragiles, monnaie en chute, inflation en hausse, entreprises et ménages en difficulté. Le gouvernement finance la guerre mais perd ses outils financiers pour gérer les troubles, chaque problème en générant un autre. Voilà pourquoi cela importe tant pour l'élite dirigeante iranienne. Leur pouvoir n'a jamais reposé seulement sur l'idéologie. Il a aussi reposé sur leur capacité à dépenser, récompenser les fidèles, financer la répression, soutenir les alliés et apaiser les troubles par l'argent quand la force ne suffit pas. Mais à mesure que l'argent se tarit, ce levier s'affaiblit. Les mollahs ont bâti leur pouvoir sur l'argent pour acheter la loyauté, imposer la peur. Maintenant, cet argent disparaît. La fiabilité des gardiens de la révolution vacille, et toute la structure en pâtit, aggravée par la destination du peu d'argent restant. Au lieu d'être utilisé pour stabiliser la situation à l'intérieur du pays, une grande partie est envoyée à l'extérieur pour soutenir le réseau de Téhéran à travers le Moyen-Orient. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie délibérée décidée au plus haut niveau. Les mollahs poussent à ces dépenses pour conserver le pouvoir, considérant des groupes comme le Hezbollah, le Hamas, les Houthis et des militants en Irak et en Syrie, comme plus que de simples alliés. Ce sont des extensions de l'influence du régime. Ils donnent à l'Iran un pouvoir au-delà de ses frontières, et cette influence peut être utilisée comme levier. Cela aide lors des négociations, met la pression sur les rivaux, et permet aux dirigeants d'afficher leur force même avec une économie en difficulté. Les chiffres montrent la gravité de cet engagement. Le Hezbollah à lui seul reçoit près de 700 millions de dollars chaque année. Le Hamas reçoit près de 100 millions de dollars. En Syrie, des milliards ont servi à maintenir Bachar el-Assad au pouvoir via aide militaire, livraison de pétrole et crédit à long terme. Cela a échoué, mais l'argent a été dépensé. Les Houthis reçoivent des centaines de millions pour soutenir leur programme de missiles et de drones, tandis que les milices irakiennes continuent de recevoir fonds et équipements. Au total, l'Iran a dépensé bien plus de 16 milliards de dollars pour ce réseau depuis 2012. Du point de vue des dirigeants, ces dépenses agissent comme une assurance. Cela permet à l'Iran de rester influent dans la région et aide à protéger le régime contre les menaces extérieures. Sans ces groupes, l'influence de l'Iran diminuerait, et avec elle, la capacité des mollahs à maintenir leur autorité dans le pays. Même avec une économie affaiblie, ce financement perdure car le pouvoir prime pour les mollahs sur la souffrance du peuple, et c'est là que ce dilemme devient impossible à ignorer. Chaque dollar envoyé à l'étranger n'est pas dépensé en Iran. Il pourrait stabiliser le rial, soutenir les banques ou améliorer les services de base. Il quitte le pays, alors que le système est déjà sous pression. Avec l'intensification de la guerre, la sortie d'argent ne ralentit pas, elle augmente. Plus de drones, plus de missiles, plus de logistique et plus de soutien pour maintenir ces groupes actifs. Pendant ce temps, les projets à l'intérieur de l'Iran commencent à stagner. Les routes tombent en ruine, les réseaux électriques peinent à suivre, les systèmes d'eau n'arrivent pas à répondre à la demande, les hôpitaux font face à des pénuries, et les enseignants doivent gérer des salaires retardés ou impayés. Le contraste devient évident. Les ressources sont consacrées au conflit, tandis que la vie quotidienne à la maison devient plus difficile à maintenir. Avec le temps, cela se transforme en quelque chose de plus profond. De nombreux Iraniens constatent la détérioration de leurs conditions de vie, tandis que d'importantes sommes sont dépensées à l'étranger, ce qui accroît la frustration et l'agitation. La colère monte depuis des années. L'assassinat de Mahsa Amini en 2022 en garde à vue a déclenché le soulèvement Femmes, Vie, Liberté. Des femmes ont brûlé leur hijab dans la rue. Les jeunes scandaient contre le régime. Les répressions brutales ont fait des centaines de morts, sans jamais faire taire complètement la contestation.
Ce feu a couvé jusqu'en 2025, puis s'est ravivé avec le krach monétaire et les pics d'inflation à la fin de l'année dernière. Les protestations contre le prix du pain ont ravivé les anciennes rancœurs, enflammant à nouveau bazars et campus. Les jeunes capables de reconstruire le pays partent déjà. Plus de 120 000 étudiants iraniens étudient aujourd'hui à l'étranger, un chiffre qui a doublé en seulement 4 ans. Les médecins, ingénieurs et travailleurs du secteur technologique partent aussi en nombre record. Plus de 4 millions d'Iraniens vivent désormais hors du pays, et les enquêtes montrent que 6 diplômés universitaires sur 10 rêvent de les rejoindre. Les familles sont séparées, les compétences disparaissent, et la prochaine génération, qui devrait créer des entreprises ou diriger des hôpitaux, construit de nouvelles vies en Europe, au Canada ou dans le Golfe. Le régime perd non seulement de l'argent, mais aussi son avenir. Quand la guerre cessera, il restera moins de jeunes talents dans le pays pour aider à redresser l'économie ruinée par les mollahs. Les dirigeants iraniens voient l'économie s'effondrer, mais leur réaction montre leurs priorités. Chaque solution qu'ils proposent est davantage dictée par le besoin de protéger leurs richesses que par celui de réparer le système. C'est pourquoi leur premier réflexe est d'imprimer de l'argent. Quand les déficits croissent, ils s'appuient sur la banque centrale pour les combler. En 2021, la masse monétaire iranienne a cru de plus de 40%. En 2023, l'inflation est devenue incontrôlable. Imprimer de l'argent paie les partisans un temps, mais détruit le pouvoir d'achat. Chaque salaire permet d'acheter moins. Les économies disparaissent, et les ménages sont écrasés par la hausse des coûts. Quand cela ne suffit plus, ils se tournent vers le budget. Plutôt que de lutter contre le gaspillage ou la corruption, ils détournent les fonds pour protéger les réseaux qui maintiennent le régime au pouvoir. En 2022, les dépenses de santé sont passées sous 5% du budget national, tandis que les fonds militaires et sécuritaires restent intacts. Les subventions aux loyalistes ont été maintenues, tandis que les hôpitaux, écoles et infrastructures ont été relégués encore plus bas dans la liste. Les entreprises du CGRI et l'empire de cette aide sont restées protégées, tandis que les services publics ont décliné. Les obstacles sont cependant structurels, au-delà de solutions temporaires. Le pétrole assurait 80% des revenus du gouvernement, mais les sanctions ont fortement réduit les exportations. L'isolement des marchés mondiaux limite les investissements étrangers, et même avec des accords, les industries d'État absorbent la plupart des bénéfices par inefficacité. La corruption fait disparaître des milliards chaque année, jusqu'à 30% des marchés publics étant perdus selon des organismes de surveillance. La réforme reste limitée par la politique. Tout changement qui menace le contrôle du clergé est tout simplement interdit. Les efforts de privatisation stagnent, les réformes bancaires ne vont jamais assez loin, et la corruption reste intacte. Cela conduit à une dure réalité. Pas de solution rapide pour revenir en arrière. Le système relie santé économique et contrôle politique. Corriger l'un affaiblit l'autre. Tant que ce compromis persiste, une véritable reprise reste hors de portée. Ce qui ramène tout à la question de ce qui se passera lorsque la guerre prendra fin. La paix ne réinitialisera pas le système. Au contraire, elle le mettra à nu. La reconstruction nécessitera des ressources dont l'Iran manque. Les réserves de devises ont baissé, les banques sont instables et les sanctions persistent. Les revenus pétroliers restent incertains. Le rial est en crise et la confiance des investisseurs quasi nulle. La fin de la guerre accentue les pressions au lieu de soulager. La nécessité de reconstruire se heurte directement aux mêmes limites qui ont provoqué l'effondrement au départ. On attend du gouvernement qu'il rétablisse les services, stabilise l'économie et reconstruise les infrastructures, mais il manque d'argent, de crédibilité et de flexibilité. La fin de la guerre engendre de nouvelles pressions, car la reconstruction se confronte aux mêmes limites ayant causé l'effondrement initial. On attend du gouvernement qu'il rétablisse les services, stabilise l'économie et reconstruise les infrastructures, mais il manque d'argent, de crédibilité et de flexibilité. Les enjeux sont clairs. La fin de la guerre ne ramènera pas à la normale, mais provoquera une épreuve interne plus profonde. Les religieux devront faire face à une population ayant déjà subi des années de pression économique et de répression politique, et voyant maintenant un régime affaibli et ruiné. Le système peut exister en théorie, mais sans argent, son pouvoir devient bien plus difficile à maintenir. L'argent a toujours été la base du contrôle. Il achète la loyauté, finance les forces de sécurité, et amortit les troubles. Quand l'argent manque, ses outils s'affaiblissent, et la poigne du régime se relâche. Cet effondrement dépasse les frontières de l'Iran. Des enquêtes récentes ont révélé les fortunes cachées de personnalités comme Mojtaba Khamenei, exposant des propriétés de luxe à Londres, Dubaï et en Europe, valant plusieurs milliards. Ces actifs ont été créés via des sociétés écrans et intermédiaires, un empire secret protégeant la richesse du clergé des sanctions. Mais ce bouclier se fissure. Les gouvernements occidentaux gèlent à des comptes, sanctionnent des intermédiaires et ciblent des propriétés liées à la famille Khamenei. 2 points ressortent.
Les religieux perdent d'abord leur filet de sécurité extérieure. Des milliards de revenus étrangers sont gelés. Des portefeuilles de crypto-monnaies liés à des réseaux iraniens ont été bloqués, et l'empire de Mojtaba est surveillé. Deuxièmement, sans ces avoirs étrangers, le régime doit compter uniquement sur une économie nationale appauvrie. Imprimer de l'argent, transférer les passifs bancaires et réduire les subventions gagnent du temps, mais ne rétablissent ni la crédibilité ni la force. À la fin de la guerre, cette double perte sera décisive. Les mollahs devront faire face à un pays qui exigera sa reconstruction, tandis que leur richesse à l'étranger est gelée et que leur système s'effondre. Le champ de bataille sera peut-être silencieux, mais l'heure des comptes financiers se fera entendre plus fort. Et ce règlement de comptes ne leur enlèvera pas seulement leur fortune, il pourrait aussi leur ôter le pouvoir. Alors, que se passera-t-il lorsque la guerre prendra fin et que les élites seront à court d'argent? Vont-ils simplement passer à une vie civile et vivre dans de beaux appartements quelque part à Téhéran? Lorsque les mollahs seront à court d'argent, quelque chose de plus profond commencera à changer. La peur qui a réduit les gens au silence depuis des années commence à faiblir. Pendant des décennies, cette peur n'a pas existé d'elle-même, elle a été imposée. Le régime a utilisé les gardiens de la révolution pour écraser la dissidence, en envoyant des unités armées dans les rues, pour tirer sur les manifestants, emprisonnant des milliers de personnes et intimidant des communautés entières. Ce système résistait grâce à la loyauté, au financement et à la crainte inspirée par les gardiens de la révolution. Mais cela dépend de la continuité des flux financiers. Si les gardiens de la révolution faiblissent sous la pression extérieure et que l'Artèche prend une place centrale, les religieux perdent leur principal outil de contrôle. Une fois que cela se produit, le système commence à se désagréger. Sans argent, ils ne peuvent pas maintenir la loyauté. Sans loyauté, ils ne peuvent pas imposer la peur. Et sans peur, le bouclier qui les protégeait commence à disparaître. C'est alors que les gens perçoivent une ouverture. Mais celle-ci ne fait pas face à une population calme. La colère, accumulée depuis des années, persiste. Les familles endeuillées par les manifestations gardent ce souvenir. Les travailleurs dont les salaires se sont effondrés, et les étudiants qui ont essuyé des tirs au lieu d'un dialogue n'ont pas oublié leur vécu. Leur frustration a été contenue, non résolue. Quand le régime ne peut plus verser de subventions, financer les milices ou stabiliser la monnaie, cette pression n'a alors plus d'exutoire. L'histoire montre à quelle vitesse ces moments peuvent basculer. En Roumanie, en 1989, le régime de Ceausescu paraissait stable jusqu'à ce que l'armée refuse de tirer sur les civils, provoquant son effondrement quasi immédiat. En Libye, en 2021, la chute de Kadhafi a suivi l'effondrement de ses réseaux financiers et militaires. Dans les deux cas, le changement a été rapide. Il est survenu lorsque le système qui imposait le contrôle a cessé de fonctionner. L'Iran pourrait faire face à un tournant similaire. Quand les gardiens de la révolution sont affaiblis, l'Artèche entre en scène et les religieux manquent d'argent. La structure qui tenait tout s'effondre. L'argent, les milices et la peur ont été les piliers du régime. Si ces piliers s'affaiblissent ensemble, le système perd sa capacité à tenir. Quand cela survient, après des années de pression, la population n'est plus retenue. La réaction dépasse la survie. Il s'agit de demander des comptes. Les gens ne bougent pas seulement par désespoir, mais parce qu'ils pensent que le moment est venu de reprendre le contrôle. Quand cette conviction gagne une population qui attend depuis des années, le changement peut arriver plus vite qu'on ne le pense. Au bout du compte, quand on regarde tout cela dans son ensemble, la fin de la guerre n'est pas la ligne d'arrivée, c'est le début d'une épreuve plus profonde. La survie dépendra de la résistance du système à un effondrement interne, non de victoires extérieures. Les mollahs pourraient y faire face à un Iran où ils n'ont plus leur place. Pendant des décennies, leur richesse a augmenté tandis que la nation souffrait. Ils ont imprimé de l'argent pour protéger leurs richesses, vidé les budgets pour préserver leurs réseaux, et sacrifié hôpitaux, écoles et infrastructures pour garder le pouvoir. Quand la guerre s'apaise, la réalité financière persiste. Les poches qui se sont remplies pendant les souffrances du pays seront maintenant vides. Les mêmes personnes ayant subi la répression verront la nation se reconstruire sans elle. C'est le tournant. Le champ de bataille est silencieux, mais l'heure des comptes viendra de l'intérieur. Les religieux feront face à une population ayant subi leur corruption et brutalité, les voyant maintenant ruinés, démasqués et impuissants. À ce moment, la fin de la guerre ne signifiera pas leur survie, mais le début de leur déclin. Et c'est là tout l'enjeu. Le champ de bataille pourrait devenir silencieux, mais le vrai spectacle ne fait que commencer en Iran. Si tu veux être au premier rang pour ce qui va arriver ensuite, d'autres débâcles financières, de vraies montagnes russes, et le jour où l'argent s'épuisera enfin, mets un like si tu fais partie de le camp du règlement de compte, abonne-toi pour ne rien manquer, et active la cloche. Quand les poches seront vides, j'offrirai le popcorn,